Salut les amis. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Ma fiancée m'a envoyé un message, j'ai trouvé quelqu'un de mieux. C'est fini entre nous. » J'ai répondu « Comme tu voudras. » Puis j'ai annulé le mariage et je lui ai envoyé une facture de 105 000 $. Une semaine plus tard, son avocat m'appelait frénétiquement. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe quand une success story construite à la sueur du front entre en collision avec la diva la plus prétentieuse et obsédée par ses rêves qu'on puisse imaginer, digne d'un effondrement en direct dans une émission de télé-réalité? Imaginez, un type passe de squatter des canapés en survivant aux nouilles instantanées à patron à 6 chiffres, pour ensuite financer les ambitions artistiques luxueuses de sa petite amie comme s'il était son distributeur automatique personnel, avec justificatif, bien sûr. Mais quelle audace quand elle le largue par texto pour « quelqu'un de mieux », pensant pouvoir disparaître avec les avantages. Il transforme son chagrin en une leçon magistrale de revanche méticuleuse, annulant tout, de son loft de luxe à ses vêtements de créateur, et lui envoie une facture à 6 chiffres aussi légale que redoutable. Est-ce une vengeance glaciale ou simplement une décision d'affaires intelligente? Plongé dans cette histoire folle de près, de mensonges et de conséquences hilarantes, croyez-moi, le drame est plus savoureux qu'un feuilleton écrit par un comptable au cœur brisé. Moi, homme de 31 ans, je dirige une société de conseil en logistique et, jusqu'à récemment, j'étais fiancé à la femme la plus ingrate et la plus déconnectée de la réalité que j'ai jamais rencontrée. J'ai lancé mon entreprise à 25 ans avec rien d'autre qu'un vieux ThinkPad d'occasion et une anxiété écrasante à l'idée de finir par vivre dans ma voiture. Mon plan de départ? Étape 1, ne pas mourir. Étape 2, éventuellement faire du profit. Les premières années ont été brutales. Semaine de 80 heures, nouilles instantanées à tous les repas, je dormais sur le canapé de mon frère Diego parce que tout l'argent du loyer repartait dans l'entreprise. Diego, 34 ans, travaille dans le bâtiment et n'a absolument aucun filtre quand il donne son avis sur mes choix de vie. Quand je lui ai dit que je lançais une entreprise de conseil, il m'a répondu mot pour mot, « Frérot, tu vas conseiller les gens sur comment être fauché? Parce que c'est la seule chose que tu maîtrises pour l'instant. » Venant d'un gars qui a déjà utilisé du ruban adhésif comme vitre de voiture, ça m'a plus touché que je ne voulais l'admettre. Mais il y a environ 2 ans, tout s'est mis en place, j'ai décroché d'énormes contrats. Apparemment, optimiser les chaînes d'approvisionnement rapporte énormément. La réaction de Diego à mon premier gros chèque de paie? Eh ben, peut-être que tu sais vraiment quelque chose, finalement. Ne prends pas la grosse tête, l'intello. Maintenant, je gagne sérieusement bien ma vie. Le genre d'argent où je ne regarde même plus les prix. Assez pour enfin avoir mon propre logement, adopter mon chien Pickles et terminer le projet sur lequel Diego et moi travaillons depuis 3 ans, la restauration d'une Chevy Impala de 1967. On l'a trouvée rouillée dans le jardin de quelqu'un, et Diego m'a convaincu qu'on pouvait la ramener à la vie. Cette voiture est devenue notre thérapie du week-end. Rien de tel que respirer des vapeurs de peinture et se disputer sur des carburateurs pour renforcer les liens entre deux hommes émotionnellement réservés. Diego s'occupait de la carrosserie, moi je me focalisais obsessionnellement sur les spécifications du moteur. Il nous a fallu presque 4 ans, mais maintenant elle est absolument parfaite. Peinture bleu nuit, pare-choc chromé et un moteur Small Block 327 qui ronronne comme un très gros chat très en colère. Pickles est un Golden Retriever à peu près aussi intelligent qu'une boîte de cailloux, mais 2 fois plus attachant. Le refuge avait dit qu'il était spécial et qu'il avait besoin de quelqu'un de patient. Apparemment, spécial signifiait qu'il s'était déjà coincé la tête dans une boîte de céréales et avait simplement accepté son destin au lieu de reculer. Honnêtement, pareil pour moi. Ce chien et moi partageons la même cellule cérébrale, et elle est souvent en pause. J'ai rencontré mon ex-fiancée Anita, 28 ans, il y a 6 ans. Elle travaillait comme réceptionniste dans un cabinet d'avocats guindé, mais rêvait de devenir conservatrice d'art. Elle connaissait tout des peintres de la Renaissance, pouvait parler pendant des heures de la conception d'expositions et avait toute une vision de carrière dans des galeries prestigieuses. Le problème, c'est que les rêves ne paient pas les prêts étudiants. À l'époque, elle était incroyable, intelligente, passionnée, capable de me faire m'intéresser aux techniques de pinceau d'artiste mort alors que ma définition de la culture se limitait aux rediffusions de The Office. Quand j'ai présenté Anita à Diego pour la première fois, il m'a pris à part et m'a dit « Elle est beaucoup trop belle pour toi. » C'est quoi le piège? Classique Diego. Pickles, lui, l'a immédiatement adorée parce qu'elle lui a donné la moitié de son sandwich sans qu'il ait à la demander. Mais voilà où ça devient intéressant. Environ 1 an après le début de notre relation, je lui ai proposé un marché, quitte ce travail qui te détruit l'âme. Concentre-toi sur ton diplôme en histoire de l'art. Fais des stages non rémunérés. Réseaute à fond. Je m'occupe de l'argent. Voici le point clé. Je n'étais pas juste un généreux sugar daddy. Je suis un homme d'affaires. Quand j'investis dans quelque chose, je documente tout. Chaque dépense importante, chaque paiement lié à ses études, chaque opportunité professionnelle que je finançais faisait l'objet d'un accord de prêt qu'elle signait. Rien d'excessif, juste des contrats simples indiquant les montants et leur remboursement. Honnêtement, c'était moins une question de confiance qu'un moyen d'éviter de finir comme ces types sur les forums juridiques qui paient la certification Pilate de leur ex. Elle signait tout sans même lire. C'est juste une formalité, bébé. On sera ensemble pour toujours.
Elle trouvait ça mignon que je rende notre partenariat officiel. Certaines personnes écrivent des lettres d'amour. Moi, j'écrivais des contrats juridiquement contraignants avec des taux d'intérêt. C'est à ce moment qu'entre en scène l'un des personnages principaux de ce désastre, Brooklyn, la meilleure amie d'Anita. Oui, c'est son vrai prénom. Et oui, elle correspond exactement à ce qu'on imagine. Cheveux verts, piercing au nez, le genre de personne qui dit « yikes » sans ironie. Brooklyn faisait un master en études de genre et avait une opinion sur tout, surtout sur les hommes et l'argent. Elle me détestait dès le premier jour, non pas parce que j'étais quelqu'un de mauvais, mais parce que, dans sa vision du monde, tout homme faisait automatiquement partie du problème. Pendant les dîners de groupe, elle lançait des remarques passives-agressives sur le capitalisme tardif et le privilège financier, tout en commandant l'option la plus chère du menu, que je payais évidemment. Diego n'a rencontré Brooklyn qu'une seule fois. Son verdict, cette fille a plus de drapeau rouge qu'un défilé communiste. Le plus ironique ? Brooklyn vivait dans un studio payé par ses parents pendant qu'elle poursuivait sa passion académique. Mais d'une manière ou d'une autre, c'était moi le problème pour soutenir les rêves de ma fiancée. Nous nous sommes fiancés l'année dernière après 5 ans ensemble. Je l'ai demandé en mariage lors du vernissage d'une galerie qu'elle attendait avec impatience depuis des mois. J'ai fait fabriquer la bague sur mesure avec un saphir parce qu'elle disait que les diamants étaient banals. Ça m'a coûté 15 000 $, mais voir son visage valait chaque centime. La réaction de Brooklyn à nos fiançailles ? J'espère que tu sais dans quoi tu t'engages, Anita. Le mariage est une institution patriarcale conçue pour contrôler l'autonomie des femmes. L'avis de Diego sur la bague, 15 000 $ pour un caillou ? Je pourrais acheter un camion pour ce prix. Mais bon, au moins tu auras quelque chose à récupérer quand tout ça tournera mal. Pendant 6 ans, j'ai construit ce que je croyais être notre avenir commun. Une fois qu'Anita a quitté son travail, elle a pleinement adopté ce nouveau style de vie. D'abord, la question de l'appartement. Son studio était embarrassant, selon elle. J'ai donc trouvé un loft incroyable en centre-ville, briques apparentes, baies vitrées du sol au plafond, tout le package. 3200 $ par mois. Contrat de prêt pour le dépôt de garantie et la première année de loyer, 25 000 $ au total. Diego m'a aidé à déménager des meubles. Son commentaire en portant une table basse design à 3 000 $. Cette table coûte plus cher que mon camion, et mon camion, lui, sert à quelque chose. Pickles était fasciné par le nouvel appartement, surtout parce qu'il essayait sans cesse de récupérer sa balle de tennis sur les murs en briques apparentes sans comprendre pourquoi elle ne rebondissait pas. Puis est venue la voiture. Je ne peux pas me présenter aux événements de galerie en bus, disait-elle. Argument recevable. On lui a pris une BMW X3. Paiement mensuel, 580 $. Encore un contrat de prêt, puisqu'elle n'avait aucun historique de crédit. J'ai co-signé, elle a signé le document. 15 000 $ sur la durée du leasing. La réaction de Diego quand il a vu la BMW. Belle voiture. Dommage qu'elle finira probablement par l'encastrer dans un Starbucks en envoyant des textos sur ses états d'âme artistiques. Le plus drôle, c'est qu'elle se plaignait toujours que mon Impala prenne de la place dans le garage de son immeuble. Elle ne fait que rester là, disait-elle. Pourquoi tu ne la vends pas pour acheter quelque chose de plus pratique ? Ça aurait dû être un signal d'alarme. Ensuite, il y a eu la mise à niveau de sa garde-robe. Dans le monde de l'art, tout est question d'image. Je lui ai donc accordé une allocation vestimentaire de 1500 $ par mois. Nordstrom, Saks, des boutiques vendant des foulards à 300 $. Sur 6 ans, probablement 40 000 $ en vêtements et accessoires. Les frais d'éducation étaient les plus élevés, master en histoire de l'art, cours spécialisés, conférences, événements de réseautage. 35 000 $ au total, tout documenté et signé. Brooklyn était constamment présente pendant tout ça, et ses commentaires étaient quelque chose. Elle venait dans l'appartement de luxe d'Anita et me faisait la leçon sur les inégalités de richesse et sur le fait que c'était problématique que je puisse dépenser de l'argent alors que d'autres galéraient. Quand j'ai raconté les visites de Brooklyn à Diego, il a dit « Attends, si je comprends bien. Elle vient dans l'appartement que tu paies, mange la nourriture que tu as achetée, utilise le Wi-Fi que tu finances, et ensuite elle te fait la morale sur l'argent ? C'est un niveau d'audace supérieur, ça. » Quand j'ai souligné que ses parents finançaient littéralement l'intégralité de ses études supérieures, elle a répondu que c'était complètement différent parce que c'était de l'argent familial, pas une dynamique relationnelle transactionnelle. La sœur d'Anita, Megan, était tout aussi toxique, mais autrement. 2 ans de plus qu'Anita, et encore plus prétentieuse. Megan travaillait dans un emploi inventé dans une start-up qui vendait des bougies hors de prix ou quelque chose d'aussi inutile, mais elle se comportait comme si elle dirigeait Goldman Sachs. Diego l'a rencontrée une fois lors d'un dîner de famille. Son verdict ? Celle-là se prend pour le personnage principal. Je parie qu'elle demande à parler au manager chez McDonald's. Mais Megan ne se contentait pas de commenter, elle demandait aussi des faveurs. Puisque tu paies déjà la voiture d'Anita, tu pourrais m'aider avec la mienne ? Juste le temps que ma start-up décolle ? Je répondais toujours non, ce qui déclenchait chez Brooklyn des tirades sur les tactiques masculines de contrôle financier. Le style de vie d'Anita était délirant, tout bio de chez Whole Foods, fournitures artistiques achetées dans des boutiques spécialisées,
abonnement à une salle de sport avec spa et smoothie gratuit, livraison de kits repas coûtant plus cher que le budget course de la plupart des gens, week-end dans d'autres villes pour des expositions, toujours en avion, toujours dans de beaux hôtels. Brooklyn l'accompagnait parfois dans ses voyages. Pendant 5 ans et demi, ça a fonctionné. Anita développait son réseau, gagnait de l'expérience, se rapprochait de son emploi de rêve. Brooklyn continuait à empoisonner l'ambiance avec son discours pseudo-féministe, mais je pensais que ce n'était que du bruit de fond. Avec le recul, je réalise que Brooklyn était probablement dans l'oreille d'Anita en permanence, lui répétant qu'elle méritait mieux et que j'utilisais l'argent pour la contrôler. Mardi devait être une journée spéciale. Le 6e anniversaire de notre première rencontre, et j'avais tout planifié. Réservation dans un restaurant exclusif qu'elle voulait essayer depuis des mois. Le genre d'endroit où il faut des relations juste pour obtenir une table. J'avais aussi acheté un superbe bracelet en saphir assorti à sa bague de fiançailles. J'ai passé 3 heures à le choisir. J'ai quitté le travail plus tôt, vers 16 heures, pour lui faire la surprise. Peut-être prendre un café, parler de l'avenir, passer du temps ensemble avant le dîner. Je suis arrivé à son appartement, elle n'était pas là. Rien d'inquiétant. Probablement à une galerie ou en rendez-vous avec son conseiller. J'ai décidé d'attendre. À 19h30, mon téléphone a vibré. Un message d'Anita. J'ai trouvé quelqu'un d'autre. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Ne me contacte plus. Un seul message. 6 ans, des milliers de dollars, une bague de fiançailles, un avenir planifié ensemble, tout ça terminé par un texto plus court qu'une liste de courses. Je suis resté assis à fixer mon téléphone pendant 15 minutes. Mon premier réflexe a été d'appeler immédiatement, d'exiger des explications. Qui était cet autre homme? Depuis quand ça durait? Et nos fiançailles? Nos projets? Puis mon cerveau de chef d'entreprise a pris le relais. Son message était limpide. Ne plus rien avoir à faire avec toi, plus ne me contacte pas ne signifiait pas une pause. C'était une rupture totale. J'ai donc répondu, comme tu veux. J'ai immédiatement appelé Diego. Frérot, je dois dormir chez toi ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai lu le message. Long silence. Putain. Après 6 ans et tout cet argent, elle te largue par texto? Tu viens d'éviter une balle, mec. J'ai mis mon téléphone en silencieux, ouvert mon ordinateur portable et fait ce que je sais faire de mieux, résoudre un problème logistique complexe. Je n'étais pas seulement blessé. J'étais sur le point de devenir son pire cauchemar. Je n'étais pas Batman. J'étais Bruce Wayne avec des reçus. C'est là que mon expérience professionnelle a vraiment servi. Quand on dirige un cabinet de conseil, on apprend à séparer les émotions de l'exécution pratique. C'était juste un autre projet à régler efficacement. Priorité numéro 1, les cartes de crédit. Je me suis connecté à mon compte bancaire et j'ai retiré Anita comme utilisatrice autorisée de mes 2 cartes. Désactivation immédiate. Les cartes dans son portefeuille n'étaient plus que du plastique coûteux. Ensuite, la BMW. Le paiement était dû dans 4 jours. J'ai annulé le prélèvement automatique. À elle de trouver comment payer les 580 $ mensuels ou de gérer une saisie. Comme j'avais co-signé, il finirait par se retourner contre moi, mais je m'en occuperai plus tard. Le bail de son appartement était entièrement à mon nom, puisqu'elle n'avait pas le crédit nécessaire. J'ai trouvé la clause de résiliation, préavis de 60 jours plus 2 mois de pénalité, rédigé un email officiel de résiliation et l'ai envoyé au redaté. Tous les abonnements et services, Netflix, Hulu, Spotify Premium, l'abonnement à la salle de sport chic, les kits repas, la livraison de courses bio, les abonnements de fournitures artistiques, j'ai changé les mots de passe et tout annulé. Sa ligne téléphonique sur mon forfait familial, procédure de retrait lancée. Priorité suivante, le mariage. Date fixée en octobre, salle réservée, traiteur confirmé, photographe payé. J'ai appelé chaque prestataire pour tout annuler. J'ai perdu près de 18 000 $ d'acompte non remboursable. Mais c'était toujours mieux que les 45 000 $ qu'aurait coûté le fait d'épouser quelqu'un qui ne voulait plus rien avoir à faire avec moi. Diego m'a aidé pour certains appels. Après celui avec le fleuriste, il a dit. 18 000 parties en fumée. Au moins, tu n'es pas encore marié avec elle. La bague de fiançailles était plus compliquée. Le saphir sur mesure à 15 000 $ était légalement à moi tant que le mariage n'avait pas eu lieu. Cadeau conditionnel selon la loi de l'État. J'ai appelé mon avocat dès le matin. Simple, à 10 fils. Une bague de fiançailles est un cadeau conditionnel. Pas de mariage, pas de cadeau définitif. Tu as parfaitement le droit légal d'exiger sa restitution. J'ai envoyé à Anita une lettre officielle demandant le retour immédiat de la bague. Sa réponse était prévisible. Tu me l'as donnée. Elle est à moi. Je ne rendrai pas quelque chose qui représente ton engagement envers moi. Phil a engagé une action civile pour restitution de biens. Le juge a statué en notre faveur en 2 semaines. Anita a dû rendre la bague sous peine d'être poursuivie pour outrage au tribunal. J'ai récupéré ma bague et je l'ai revendue au bijoutier pour 12 000 $. Toujours une perte, mais mieux que de la laisser la garder. Puis est arrivée la partie spéciale. J'ai ouvert mon classeur et sorti chaque contrat de prêt qu'Anita avait signé en 6 ans. Tout était organisé chronologiquement, avec les relevés de paiement et les calculs d'intérêt. Montant total du 105 000 $.
J'ai passé 2 heures à rédiger une lettre officielle de recouvrement de dette, listant chaque prêt avec les dates, les montants et les soldes actuels, incluant 6% d'intérêt annuel comme prévu dans les contrats, en joignant des copies de tous les documents signés. La lettre était professionnelle, froide et absolument dévastatrice. J'exigeais le remboursement intégral sous 30 jours, faute de quoi j'engagerais des procédures formelles de recouvrement, y compris un signalement au crédit et une éventuelle saisie sur salaire. Je l'ai envoyé en courrier recommandé à son appartement. Tout le processus a pris environ 3 heures. Quand j'ai terminé, je me suis senti satisfait. Diego m'a regardé travailler tout du long. Son verdict final. Frérot, tu viens de transformer une rupture en transaction commerciale. C'est soit du génie, soit de la folie. Probablement les deux. Le silence a duré exactement 1 semaine. J'imaginais qu'elle profitait de la vie avec son nouvel homme, persuadée d'avoir réussi à me remplacer par quelqu'un de mieux. Elle se trompait lourdement. Vendredi après-midi, mon téléphone a explosé. J'imagine que Nordstrom n'était pas prêt pour la crise d'une princesse dont la carte venait d'être refusée en plein passage en caisse. Quelqu'un a sûrement eu droit à un sacré spectacle. Message après message après message. Qu'est-ce que tu as fait à mes cartes? Je suis chez Nordstrom et ma carte a été refusée. C'est humiliant. Tu ne peux pas couper quelqu'un comme ça sans prévenir. On était fiancés. Je n'ai jamais dit que je ne t'aimais plus. J'avais juste besoin d'espace pour réfléchir. Tu es un connard vindicatif. Ce n'est pas comme ça que les adultes gèrent une rupture. Puis le ton est devenu franchement délirant. Je mérite mieux que quelqu'un qui me fait ça. Et Russell dit que ce que tu fais est de la violence financière. Il va m'aider à trouver un avocat. Ah, Russell. Le mystérieux, quelqu'un d'autre. Maintenant j'avais un nom. Je ne lui ai pas répondu. Pourquoi l'aurais-je fait? Elle ne voulait plus rien avoir à faire avec moi, non? Je ne faisais que respecter ses souhaits. Lundi a apporté les vrais feux d'artifice. Elle m'a appelé 17 fois. 17. J'ai laissé chaque appel partir sur la messagerie. Les messages vocaux sont passés de suppliants à confus, puis complètement hystériques. Tu es en train de ruiner ma vie. J'ai des engagements, des gens qui m'attendent à des événements. Mon responsable de stage veut savoir pourquoi j'ai manqué la réunion à la galerie. Qu'est-ce que je suis censé lui dire? Russell pense que tu enfreins la loi. La violence financière est un vrai crime. Ma sœur dit que tu es juste amer et que tu me punis parce que j'ai été honnête sur mes sentiments. Mardi après-midi, accusé de réception du courrier recommandé confirmant la livraison de ma lettre de recouvrement. Mercredi matin, mon téléphone a sonné à 6 heures. Numéro inconnu. Espèce de malade. A hurlé la voix d'Anita. 100 000 $? Tu es devenu fou? J'ai raccroché et bloqué le numéro. Mais le vrai divertissement a commencé jeudi soir. J'étais chez Diego quand la sonnette a retenti. J'ai regardé par le Judas, Brooklyn se tenait là avec ce qui ressemblait à un carnet et un stylo. Diego a jeté un œil par la fenêtre. C'est la communiste aux cheveux verts? Ça promet. J'ai ouvert la porte et elle s'est immédiatement lancée dans un discours manifestement répété. Je suis écœuré par toi, a-t-elle annoncé en lisant dans son carnet. Ce que tu fais à Anita est un exemple typique de violence financière et de manipulation émotionnelle. Je l'ai fixé. Tu lis ça sur des notes? Ce n'est pas une blague. Tu détruis la vie d'une femme parce que ton ego masculin fragile ne supporte pas le rejet. Donc quand tes parents paient ton appartement, ta voiture, ton téléphone, tes courses, tes études et tes vacances de printemps, c'est du soutien familial. Mais quand je soutiens les rêves professionnels de ma fiancée avec des prêts documentés, c'est de la violence financière? Oui. Parce que tu utilises l'argent pour contrôler ses choix. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Brooklyn, tu vis littéralement dans un appartement payé par tes parents, tu conduis une voiture qu'ils t'ont achetée et tu utilises une carte de crédit qu'ils financent. En quoi est-ce différent de la situation d'Anita avec moi? Parce que mes parents ne s'attendent pas à coucher avec moi. A-t-elle crié. Moi non plus, ai-je répondu calmement. Je m'attendais à ce qu'elle respecte les contrats de prêt qu'elle a signés. Brooklyn vibrait pratiquement de rage. Tu penses que tu l'as possédée parce que tu payais tout? Non. Je pense qu'elle me doit de l'argent parce qu'elle a signé des contrats disant qu'elle me rembourserait en cas de rupture. Brooklyn a claqué son carnet. Cette conversation est terminée. Tu es trop toxique et manipulateur pour comprendre ce que tu fais. Mais le karma existe, et tu vas payer. Elle est partie en trombe vers la Honda Civic de ses parents. Je suis rentré à l'intérieur et Diego souriait d'une oreille à l'autre. Mec, c'était incroyable. Elle a apporté des notes pour se disputer avec toi. Vendredi matin, j'ai reçu un email de Robert, Bobby, avocat, avec pour objet, urgent, cessez de harceler mademoiselle Anita Vance. L'email de Bobby était digne d'un amateur, beaucoup de menaces sur des pratiques de prêts abusives et de coercition financière, mais zéro substance juridique réelle. Il exigeait que je cesse immédiatement toute activité de recouvrement et que je rétablisse l'accès financier de mademoiselle Vance. Je l'ai transféré à mon avocat, Monsieur Phil, qui gère mes contrats professionnels depuis des années. C'est le genre de type qui dégage l'énergie d'un homme qui a été poursuivi par sa propre copropriété et en est sorti propriétaire des lieux. Sa réponse a été rapide et brutale. Il a envoyé à Bobby des copies de tous les contrats de prêt signés par Anita, avec ses signatures bien visibles,
ainsi que les relevés bancaires prouvant les transferts. Sa lettre disait en substance, votre cliente a signé des contrats valides et reçu une contrepartie réelle. Les prêts sont légitimes et exécutoires. Diego a lu l'email de Bobby par-dessus mon épaule. Ce type se dit avocat? J'ai vu de meilleurs arguments juridiques dans des commentaires YouTube. Pendant ce temps, les conséquences frappaient Anita de plein fouet. Sa BMW a été saisie sur le parking de la galerie pendant un événement de réseautage. Apparemment, Russell a essayé d'intervenir en disant aux agents de saisie qu'il gérait la situation et qu'il devait montrer un peu de respect. Ils lui ont dit de s'écarter ou d'être arrêté. Anita a dû commencer à prendre des Uber partout, ce qui grignotait l'argent que Russell lui fournissait. En parlant de Russell, j'ai commencé à faire des recherches sur lui. Il s'est avéré que c'était un agent immobilier de niveau intermédiaire qui se présentait comme un grand promoteur. Son Instagram était rempli de photos avec des voitures de luxe qui ne lui appartenaient pas et de chantiers où il faisait probablement juste des visites. Le classique « fake it till you make it ». Mais Russell jouait à fond le chevalier blanc. Il a commencé à publier sur les réseaux sociaux des messages sur les hommes prédateurs qui utilisent l'argent pour contrôler les femmes et sur la nécessité de défendre ce qui est juste. La réaction de Diego face à l'Instagram de Russell. Ce mec est plus faux qu'un billet de 3 $. Regarde cette photo, ce n'est même pas sa voiture. On voit les plaques du concessionnaire. Brooklyn partageait toutes les publications de Russell avec de longues légendes sur la masculinité toxique et la violence économique. Son Instagram est devenu une série quotidienne de conférences sur mes prétendus crimes contre la gente féminine. Le meilleur moment a été quand la sœur d'Anita, Megan, a décidé de s'en mêler. Elle m'a envoyé un long email décousu expliquant que je détruisais la vie d'une femme innocente et que les vrais hommes n'abandonnent pas leurs responsabilités. L'email de Megan était un sommet de prétention. Anita t'a donné 6 ans de sa vie. Elle a soutenu ta carrière en étant la partenaire parfaite. Tu lui dois quelque chose pour le travail émotionnel et les coups d'opportunité. J'ai transféré l'email à Diego. Sa réponse a été immédiate. Travail émotionnel? Quoi ensuite? Elle va te facturer pour avoir respiré le même air? Mais Brooklyn n'en avait pas fini avec son militantisme. Elle a organisé ce qu'elle appelait un « cercle de soutien » pour Anita, en gros un groupe de ses amis de master qui se réunissaient pour valider mutuellement leur récit de victimisation. Ils ont créé un groupe Facebook privé appelé « Soutenir les survivantes de la violence financière », où ils partageaient des articles sur la violence économique domestique et publiaient des captures d'écran de ma lettre de recouvrement jugée menaçante. La société de gestion immobilière a confirmé la date d'expulsion d'Anita. Elle avait 30 jours pour quitter l'appartement. Russell promettait apparemment de lui trouver quelque chose d'encore mieux, mais vu sa situation financière réelle comparée à son personnage Instagram, ça semblait peu probable. Le vrai spectacle a commencé le jour prévu pour récupérer ses affaires. Comme la fois précédente, j'ai engagé des déménageurs neutres et exigé la supervision de Bobby pour m'assurer qu'elle ne prenne que ses effets personnels. Mais cette fois, Anita est arrivée avec toute sa clique, Russell, Megan, Brooklyn et un autre type que Megan a présenté comme son associé. Brooklyn s'est pointé avec une pancarte disant « La violence financière est une violence domestique » et a commencé à tout diffuser en direct sur Instagram. Diego ne pouvait pas venir ce jour-là, il travaillait, mais quand je lui ai parlé de la pancarte de protestation de Brooklyn, il a explosé de rire. Elle a fait une pancarte? Quoi ensuite, un mégaphone? Le jour du déménagement était censé être simple, Anita récupère ses affaires personnelles, quitte ma propriété, et on ne se revoit plus jamais. Mais quand on a affaire à des gens délirants et prétentieux, soutenus par une pseudo-activiste avec un smartphone, rien n'est jamais simple. L'équipe est arrivée à 10 h. Brooklyn a immédiatement commencé ses commentaires pour Instagram. Nous sommes ici pour documenter la violence financière continue perpétrée par un homme toxique qui pense posséder les femmes. Russell a essayé de prendre le contrôle, se présentant aux déménageurs comme le nouveau responsable et expliquant qu'ils allaient emporter des objets supplémentaires en plus de ceux figurant sur la liste. Le chef des déménageurs, un type pragmatique nommé Billy, a simplement regardé Bobby et demandé. Ce clown est autorisé à prendre des décisions. Bobby a confirmé que seuls les objets figurant sur la liste préapprouvée pouvaient être retirés. Le visage de Russell est devenu rouge. C'est ridicule. Anita vit ici depuis des années. Brooklyn a filmé le petit discours de Russell. Voilà exactement ce dont on parle, l'hypothèse patriarcale selon laquelle les hommes décident de ce que les femmes méritent. C'est là qu'Anita a commencé son numéro. Elle traversait l'appartement en désignant tout comme si elle menait une vente aux enchères. Cette bibliothèque a été choisie spécialement pour mes livres d'art. Ce bureau était pour mes études. Billy n'a pas cédé. Madame, si ce n'est pas sur ma liste, ça ne sort pas de cet appartement. Brooklyn a collé son téléphone sous le nez de Billy. Monsieur, vous participez à une violence économique contre une femme. Billy l'a fixé. Madame, vous devriez reculer avant que j'appelle la police. Megan a décidé d'en rajouter. C'est du vol. Vous volez une femme qui a donné 6 ans de sa vie à cet homme. 6 ans de sa vie? Ai-je répondu. Vous voulez dire 6 ans pendant lesquels j'ai payé pour sa vie? Brooklyn s'est tourné vers moi avec son téléphone. Le voilà, l'agresseur financier en personne. Je ne détruis rien, ai-je dit calmement. Je recouvre une dette légitime.
Les dettes n'existent pas dans une relation, a hurlé Brooklyn dans son téléphone. L'amour n'est pas transactionnel. Vous avez raison, ai-je répondu. L'amour n'est pas transactionnel, mais les prêts le sont. C'est littéralement ce qui fait qu'un prêt est un prêt. Russell a avancé comme pour m'intimider. Il mesurait à peine 1,73 mètres et n'avait clairement jamais participé à une vraie bagarre. Tu dois reculer et nous laisser gérer la situation. J'ai failli rire. Gérer quoi? Tu n'arrives même pas à gérer tes propres paiements de voiture, d'après ton dossier de crédit. Oui, j'avais vérifié le crédit de Russell, score de 580, 3 paiements de voiture en retard au cours des 6 derniers mois, carte de crédit au maximum. Brooklyn était presque en hyperventilation. Tu as vérifié son crédit? C'est du harcèlement. C'est une information publique, ai-je répondu. N'importe qui peut faire une vérification avec des données de base. Tu es un prédateur, a-t-elle hurlé. C'est à ce moment qu'Anita a complètement explosé. Elle s'est mise à crier que je détruisais sa vie par vengeance et que Russell était 2 fois l'homme que je serais jamais. Elle a attrapé la bibliothèque sur mesure et a essayé de la traîner vers la porte. Billy est intervenu. Le crédit d'Anita était désormais marqué par une dette impayée de 105 000 $. Elle ne pouvait plus obtenir de bail, de prêt automobile ni même une carte de crédit correcte. Russell, en réalité, vivait dans un studio et conduisait une Honda en leasing avec 3 mois de retard de paiement. Son style de vie de promoteur était entièrement fictif. Quand Anita a emménagé chez lui, son propriétaire leur a immédiatement servi un avis d'expulsion pour violation du bail à occupation unique. Le drame dans le milieu de l'art a atteint un autre niveau quand Anita a commencé à dire que je la retenais en otage avec une dette frauduleuse. Mais Phil avait été prévoyant, il avait envoyé des copies de tous les contrats de prêt à son ancien responsable de stage, accompagné d'un avis officiel indiquant que toute déclaration diffamatoire entraînerait des poursuites supplémentaires. Sa réputation dans la scène artistique locale était en train de s'effondrer. Les directeurs de galeries se prévenaient entre eux à propos de la stagiaire qui créait des drames toxiques et portait de fausses accusations d'abus. Une semaine plus tard, je suis passé à une exposition sponsorisée par l'un de mes clients. Je n'étais pas venu pour provoquer, j'aimais simplement l'artiste. Mais dès que je suis entré, elle était là, Anita, debout sous une sculpture LED prétentieuse, riant de façon forcée. C'était gênant. Pour elle. Un conservateur que je connaissais m'a fait un signe de tête et a murmuré. Merci pour l'avertissement. Ça aurait pu être un désastre. Et puis, comme par magie, Brooklyn a surgi derrière une pièce en acier tordu, comme un PNJ maudit. Qu'est-ce que tu fais ici? A-t-elle sifflé. J'apprécie l'art, ai-je répondu. Tu devrais essayer un jour. Tu n'es pas le bienvenu ici. La fraude non plus. Pourtant, te voilà, toujours aussi bruyante. Elle a regardé autour d'elle. 2 invités observaient clairement la scène. Pas de live stream cette fois. Pas de téléphone à la main. Juste un silence tendu sous une lumière acrylique inconfortable. Je suis resté encore 10 minutes, et complimenté l'artiste et discuté avec quelques personnes normales. En partant, j'ai vu Anita rire un peu plus fort, pour personne en particulier, comme si elle essayait encore de vendre une illusion, mais la galerie ne l'achetait plus. Le militantisme de Brooklyn s'est retourné contre elle de façon spectaculaire. Ses vidéos en direct ont été signalées pour harcèlement, son compte Instagram a été suspendu, et quelqu'un a publié l'adresse de ses parents en ligne avec une remarque sur les enfants de riches qui prétendent être opprimés. Ses parents ont apparemment eu une discussion avec elle sur l'image de la famille et ont coupé son financement. Le coup de grâce est venu quand Meghan a essayé de lancer un GoFundMe pour la guérison d'Anita après des abus financiers. Elle a récolté 180 $ avant que quelqu'un ne le signale comme fraude. Brooklyn l'a partagé avec une longue légende sur l'entraide pour les survivantes, mais même ses camarades de master ont vu clair dans l'arnaque. Elle a finalement changé de programme universitaire après que son directeur eut exprimé des inquiétudes sur son jugement professionnel et sa présence sur les réseaux sociaux. Le recouvrement de la dette continue. Phil a mis en place un signalement automatique aux agences de crédit, donc chaque mois le score d'Anita baisse un peu plus. Elle devra soit payer un jour, soit déclarer faillite, ce qui ruinerait toute chance de travailler dans le monde professionnel de l'art. 3 mois plus tard, je pensais que toute cette histoire était enfin terminée. J'étais retourné vivre chez moi et me concentrais sur le travail. Puis est arrivée la confrontation finale. C'était un vendredi soir. Diego était chez moi. On jouait à Call of Duty quand la sonnette a retenti vers 21h. Pickles s'est immédiatement mis à aboyer. J'ai regardé par le Judas. Anita. Elle avait l'air épuisée, comme si la vie l'avait malmenée. Eh, c'est ton ex-folle, ai-je dit à Diego. Sans déconner? Laisse-la entrer. Je veux voir ce carnage. J'ai ouvert la porte, et Anita m'a aussitôt bousculé pour entrer dans l'appartement comme si elle y habitait encore. On doit parler, a-t-elle crié. Tu as ruiné toute ma vie. Tu dois partir. On n'a rien à se dire. Je suis sans abri à cause de toi. Russell m'a largué. Ma sœur ne me laisse plus rester chez elle. Je vis dans ma voiture. Diego a mis le jeu en pause et s'est retourné. Oh mince. Voilà du spectacle en direct. Anita s'est retournée vers lui, furieuse. Ce n'est pas drôle. Ton frère a détruit ma vie pour de l'argent, alors que je lui ai donné 6 ans de ma vie. Diego a répliqué. Le problème, c'est quoi?
Le problème, c'est qu'il me force à le rembourser. 105 000 $. Tu aurais dû y penser avant de signer les contrats, ai-je dit calmement. Je n'ai jamais pensé qu'on se séparerait. Ces contrats n'étaient que des formalités. Je t'aimais. Et ensuite tu m'as largué par texto pour un autre. Les actes ont des conséquences. C'est laquelle a complètement explosé. Elle s'est mise à crier que Russell l'avait quitté quand l'avis d'expulsion était arrivé, que sa sœur Meghan ne l'avait hébergé qu'une semaine, que Brooklyn ne répondait plus à ses appels. Tu as monté tout le monde contre moi. Mon crédit est ruiné. Personne ne veut me louer un logement. Tu as essayé de voler des meubles et tu m'as accusé de violence financière. Ce n'est pas ma faute, ai-je répondu. Diego se régalait. Ton ex fait une crise parce qu'elle vient de découvrir que les actes ont des conséquences. Tais-toi. Ça ne concerne que lui et moi. En réalité, c'est mon appartement et tu es en intrusion, ai-je dit. Tu dois partir. Je ne pars pas tant que tu n'annules pas la dette. Je ne peux pas la rembourser. Je travaille dans un café. C'est là que Diego a sorti son téléphone. Bon, cette situation devient instable. Allô, le 911 ? Oui, bonjour. Il y a une personne instable dans l'appartement de mon frère. Elle hurle, refuse de partir et fait des menaces. Les yeux d'Anita se sont écarquillés. Tu as appelé la police ? Les policiers sont arrivés environ 10 minutes plus tard. 2 agents qui avaient clairement déjà géré des drames domestiques. Quel est le problème ? A demandé le premier. Cette femme est mon ex-fiancée, ai-je expliqué calmement. Elle est entrée sans autorisation dans mon appartement et refuse de partir. Je ne fais pas de scène. A crié Anita, prouvant immédiatement le contraire. Le deuxième agent s'est tourné vers elle. Madame, vous devez baisser le ton. On vous a laissé entrer, mais quand on vous a demandé de partir, êtes-vous parti ? Je ne peux pas partir. Il ruine ma vie. Les policiers ont échangé un regard. Visiblement, ce n'était pas leur premier appel pour une ex en crise. Madame, c'est une affaire civile. Ce que nous avons ici, c'est une intrusion. Vous devez quitter cet appartement immédiatement. Mais il me fait subir de la violence financière. Diego n'a pas pu se retenir. Officier, elle l'a largué par texto après 6 ans, puis a voulu garder tout ce qu'il avait payé. Maintenant elle est en colère parce qu'il veut récupérer ses prêts. Madame, vous devez partir maintenant ou nous vous escorterons dehors. Ce n'est pas juste. Je n'ai nulle part où aller. Ce n'est pas le problème de ce monsieur, a répondu le premier agent. Vous avez 2 choix, partir volontairement ou me noter. Très bien. Mais ce n'est pas fini. Je trouverai un moyen de me battre. Pendant que les policiers l'escortaient vers la porte, elle a crié. Tu es un monstre. La porte s'est refermée. Diego a lâché un paix. Personne n'a rien dit. On a simplement repris la partie. C'était le vendredi soir le plus divertissant que j'ai eu depuis des années, a-t-il marmonné. Ton ex vient de se faire sortir comme un opossum hystérique. Le lendemain matin, je suis allé au tribunal déposer une demande d'ordonnance restrictive, en citant l'intrusion, le refus de partir, les menaces et son comportement instable. Le juge l'a approuvé sans hésiter. Anita doit désormais rester à au moins 100 mètres de moi, de mon domicile et de mon lieu de travail. Si elle enfreint cette règle, elle ira en prison. Est-ce que je me sens mal par rapport à la façon dont tout s'est terminé ? Pas le moins du monde. Elle a fait ses choix, et elle doit en assumer les conséquences. Le week-end suivant, Diego est venu avec quelques boissons et une idée. Tu sais ce qu'il nous faut pour célébrer ? A-t-il dit en montrant le garage. Un tour de victoire. Tu veux sortir l'Impala ? Évidemment. 20 minutes plus tard, nous avons retiré la housse de la Chevy Impala de 1967. Elle était aussi belle que jamais. Diego s'est installé côté passager. Pickles a sauté à l'arrière et j'ai démarré. Le grondement du V8 a résonné dans le garage. En prenant la route, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des mois, un bonheur simple et pur. Pas de drame, pas de contrat, pas de personnes exigeantes réclamant ce qu'elles n'avaient pas gagné. Tu sais, a dit Diego, il y a 6 mois tu étais fiancé à quelqu'un qui voulait que tu vendes cette voiture. Maintenant tu es libre de la conduire quand tu veux. Ce n'est pas juste éviter une balle, mec. C'est éviter tout un bombardement. Il avait raison. Si j'avais épousé Anita, l'Impala aurait probablement disparu, vendu pour quelque chose de pratique, écologique et terriblement ennuyeux. Au lieu de ça, elle était en sécurité dans mon garage, prête pour la prochaine aventure. Voilà la fin de l'histoire. Merci d'avoir lu, et souvenez-vous, mettez toujours les choses par écrit. Alors, ma famille YouTube, voici mon avis sur cette histoire. 6 ans, 6 chiffres, une bague en saphir, un loft en centre-ville, une BMW, une garde-robe de créateur, un master. Tout financé par un gars qui a commencé avec un ThinkPad cabossé et beaucoup d'espoir, et Anita le remercie avec un texto de 8 mots, j'ai trouvé quelqu'un de mieux. C'est fini. L'audace m'a fait crier devant mon écran. Mais voici la partie savoureuse, cet homme ne s'est pas effondré dans un coin. Il a ouvert un dossier intitulé « Preuve » et est passé en mode John Wick avec un tableur. Carte bancaire ? Annulée en plein paiement chez Nordstrom, mythique. BMW ? Saisi devant toute la galerie d'art, parfait. Loft ? Avis d'expulsion plus rapide que vous ne pouvez dire, briques apparentes. Et puis,
la facture de 105 000 $ tombe comme une bombe. Le monde d'Anita s'est effondré en haute définition pendant que Brooklyn diffusait sa crise en direct avec une pancarte disant « La violence financière est une violence » depuis la Honda Civic achetée par ses parents. L'ironie est plus épaisse que l'eyeliner de Brooklyn. Russell, monsieur, je suis promoteur, avait 3 mois de retard sur sa propre Honda en leasing et vivait dans un studio minuscule. Dès que les papiers d'expulsion sont arrivés, il a disparu aussi vite que le score de crédit d'Anita a chuté. L'activisme Instagram de Brooklyn? Compte suspendu. Ses parents ont coupé les vivres. Le GoFundMe de Meghan? 180 $ récoltés avant d'être signalé pour fraude. Même le monde de l'art a mis Anita sur liste noire, les directeurs de galeries se passaient les contrats de prêt en mode « non merci ». Notre héros? Il roule dans son Impala restauré de 1967, Diego à côté avec une bière et pickles à l'arrière, il vit sa meilleure vie, sans drame et sans regret. Il y a quelques leçons à tirer. La documentation, c'est la protection, même si la plupart des gens ne feront pas signer des contrats de près de 100 000 $ à leurs partenaires, le principe reste valable, n'investissez jamais plus dans le rêve de quelqu'un que ce que cette personne est prête à investir dans la relation. Attention au défilé de drapeaux rouges, si quelqu'un comme Brooklyn murmure constamment à l'oreille de votre partenaire, ou si votre partenaire veut que vous vous débarrassiez de ce que vous aimez, comme cette Chevy de 1967, ce ne sont pas de simples bizarreries, mais des avertissements. L'amour n'est pas transactionnel, mais la dette l'est. Quand l'amour disparaît, la réalité juridique reste. Si vous traitez une relation comme un accord commercial, ne soyez pas surpris si votre ex clôture les comptes.